Brian Little. C'est parti pour l'apéro Mercato épisode 3. Avec qui? Avec Jean-Charles qui est ici. Salut Ben. Avec Mathieu qui est par là. Salut Ben, salut Jean-Charles. Ça va Mathieu? Ça va les gars, on est bien là. Ah bah je pense qu'on est pas mal. On est Royal au bar. On est au Besto hein, cette fois-ci, à Cassis, chez Jean-Pierre Bernès. Pas loin, Pas loin, qui est pas loin, mais on est surtout chez Jeff et Nathalie. Et Nathalie, voilà, qui nous ont invités pour passer ce petit moment d'apéro Mercato avec plein d'infos. Et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, hein, parce qu'il y a de la grosse rumeur dans cet apéro Mercato. Il y a de la grosse rumeur. Et la première rumeur, c'est la grosse rumeur côté arrivée, comme d'habitude. Et ça concerne Patson Daka. Eh ouais, Patson Daka, un jeune attaquant de Salzbourg de 21 ans qui enquille les buts. Voilà. Il enquille les buts, c'est une vingtaine de buts, 23 buts, je crois, un truc comme ça. 23, ouais. En 27 matchs, des passes décisives. C'est, 6 passes. est-ce qu'on peut dire que c'est la pépite? La pépite. Le gros. C'est l'apéro Mercato, donc il faut employer des termes, tu vois. Ou alors c'est le gros prospect, peut-être, non? Tu as entendu parler de ce joueur ou pas? Pas du tout, non. Pas du tout? Non, je te taquine. Non, mais pas du tout sur l'OM, non. Après, non, franchement, c'est pour ça que tu m'as pris à froid. Je pensais que tu en avais parlé de Pam Gay direct. Non, nous on parle des vraies rumeurs. Tu m'attaques sur, Patson Daka. Ouais. Non, après, l'école Salzbourg, c'est une bonne école, on la connaît. Hein. Ouais. On la connaît, on les a affrontés en finale de Ligue Europa. C'était un projet. En demi-finale, pardon, c'était un projet qui met en valeur les jeunes en post-formation, et après ils partent sous des cieux plus cléments encore. On l'a vu avec l'international japonais qui est parti à Liverpool. On l'a vu avec Haaland. Voilà, c'est ça. Donc je pense que Patson Daka est un petit peu dans leur sillage, quoi, à ces deux joueurs-là. Et donc forcément, c'est intéressant à regarder. C'est intéressant à regarder. Par contre, c'est intéressant à regarder. Je t'ai donné les stats, tu peux regarder mais tu peux pas toucher. Voilà, non je pense qu'il faut le regarder de loin, avec les jumelles. En fait, Mathieu a tout à fait raison. Je pense qu'aujourd'hui, Salzbourg est un club, un très gros club formateur, où il y a de grosses stars qui risquent de sortir, comme le cas d'Haaland. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ces clubs-là forment de jeunes joueurs qui sont, je dirais, l'avenir des gros clubs européens. Comment ils font? On a Minamino, par exemple, voilà, celui dont je te parlais de Liverpool. On a encore le défenseur central qui joue avec Kaletaka, Ramalho, qui est un bon joueur. On a eu Naby Keita. On a eu. C'est pas ça? Ouais, il y a eu le Coréen aussi, qui est un excellent joueur qu'on avait vu jouer contre l'OM d'ailleurs. Ouais. Qui en a d'autres? Il y en a une tonne. Après, ils ont leur partenariat avec Leipzig. Il y avait Aïdara, Samasekou. Comment ils font? Mais ils ont une politique complètement dévolue vers ça. C'est-à-dire qu'ils ont eu, à partir du début de l'année 2010, la volonté de faire une sorte de filiale, avec des clubs filiales. Il y a aussi Red Bull aux États-Unis, tu sais, à New York, il y a Leipzig, il y a Salzbourg. Un club et en surtout, D2, non? on est hyper offensif sur les jeunes. Ils ont monté des académies au Brésil. Ils ont monté des cellules scout très importantes. Et ça s'est concrétisé en 2017-2018 avec l'arrivée de Paul Mitchell, qui était un mec qui si tu veux, une vision d'ensemble sur tout le marché européen, lui et ses scouts. Ils sont allés chercher par exemple en France Ibrahima Konaté qui était à Sochaux. Ils ont été chercher Dayo Upamecano, ça c'était avant Paul Mitchell, mais à Valenciennes, tu vois. Ils vont vraiment sur du jeune prospect. Non mais eux c'est un peu ce que fait Lille, tu vois. Ouais, c'est vraiment un truc industriel. Nous, on n'est pas à l'OM. Ils veulent faire du trading, mais ils veulent pas aller jusque-là quand même. L'OM, si, non? Moi, je reviens un petit peu à ce que dit Grégoire. C'est que ce club-là, en fait, c'est une filière de gros clubs. Ouais, ils ont même Liefering qui joue en D2. C'est ça. Et on voit que souvent, ils passent par là-bas, les joueurs, avant de. Ils n'ont pas peur d'investir chez les jeunes, dans les jeunes. C'est ça. Après, ils peuvent se tromper. Mais quand on voit les résultats, c'est surprenant parce que généralement, d'abord, ils font confiance à leurs scouts. Ça, c'est hyper important d'avoir une grosse cellule. C'est peut-être pas le cas de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, parce que je pense que les scouts de l'OM aussi sont à la recherche de beaucoup de pépites. Et notamment, ils en ont trouvé auparavant, mais qu'on n'a pas voulu prendre. Donc voilà. Après, l'OM a une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que ce club a toujours vécu avec des stars.
Il y avait des noms. Ouais, enfin, moi, bon, j'ai ça toujours fait... connu l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, il faut qu'on s'oriente sur d'autres choses. C'est-à-dire que l'OM a pris non, mais là, le projet, c'est plus ça. Là. Le projet, c'est de prendre des jeunes. Oui, mais prendre des jeunes, alors prendre des jeunes à 12 millions, pour moi. Et ouais, mais c'est ça le marché aussi des jeunes joueurs. Oui, Ou alors, il faut les prendre encore plus tôt. Est-ce qu'on est capable, Grégoire, d'investir 12 millions? En fait, là maintenant, on l'est un peu moins. Mais ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est un peu plus serré au niveau finance. Mais il y a 3 ans, tu vois, Jean-Charles, le projet a été vraiment de dire on va sur des mecs d'expérience, on est dans le résultat immédiatement. Donc il y a eu des arbitrages qui n'ont pas été faits ou qui ont été négatifs pour Nicolas Pepe, pour Ferland Mendy, pour Moussa Dembélé, qui ont tous été des joueurs qui ont été sur les tablettes de l'OM, voire même parfois très proches de signer, tu vois. Ah bah, oui. Donc notamment Dembélé et comment il s'appelle et Pepe. Je vais te donner un autre exemple, un mec qui s'appelle Mady Camara. Mady Camara aujourd'hui, c'est le milieu de terrain très puissant, c'est un peu un profil à la Zambo-Anguissa de l'Olympiakos. Il a Arsenal et surtout il a des clubs italiens. Il y a l'AS Roma qui est chaude bouillante sur lui là. Et ben Mady Camara, il a été proposé en 2017 à l'OM pour quelques centaines de milliers d'euros. Tu vois, il était encore à Ajaccio. Mais à ce moment-là, plutôt que se dire on va aller sur le remplaçant de Zambo, etc. Tu vois, une sorte de vision lointaine, de vision plus lointaine et tout. On a préféré dans l'immédiat prendre du Gustavo, prendre des mecs d'expérience, tu vois. Et qui coûtent plus cher. Qui coûte plus cher. Après, le public marseillais, est-ce qu'il est capable aussi d'entendre que tu vas jouer avec beaucoup de jeunes, soit de la formation, soit de la post-formation, et donc être un peu moins compétitif à court terme? Est-ce qu'il est capable de l'entendre aussi? Parce que le projet lillois où toutes tes stars se barrent, là aussi même risque de se barrer après une année, va l'expliquer à tes supporters de l'OM. D'accord. Bah, a priori, on tend vers ça aussi. Quand tu entends le discours de Macourt, de Hérault, ils le disent comme ça aussi. On va faire du trading. Je vous propose maintenant de passer à la grosse rumeur, cette fois-ci côté départ. Mais non, parce que Patson Daka, tu nous as séché l'entrée, quoi. Jean-Charles était là, mais attends, mais Daka... Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, c'est clair, il nous emmène en voyage, quoi. Non, mais... on trouve ce qu'on peut trouver, tu vois. Il n'y a pas grand-chose en ce moment, mais monsieur. Là, donc, pendant un bon moment, et donc, côté départ, on tourne aussi un petit peu en rond, mais tu as jeté un petit pavé dans la mare. Je ne sais pas si c'est toi, d'ailleurs. En tout cas, c'est ton journal, c'est l'équipe. On a parlé de Thauvin dernièrement. Thauvin, que l'OM était prêt à le brader. Alors, est-ce que brader 20 millions d'euros, est-ce que c'est brader? Ça a fait beaucoup de débats, ça a fait beaucoup parler. C'est le prix du marché aujourd'hui. Et ensuite, on a entendu Jacques-Henri sur Europe, qui disait non, pas du tout, on va garder Mandanda. Alors, ce qui est marrant, c'est que Jacques-Henri il dit on va garder, il n'y aura pas de grande braderie, il y aura pas de... Il cite que des joueurs qui ont... Voilà. En fait, le truc, c'est que le terme brader, sur Thauvin, pour moi, il est pas précis à l'heure actuelle, dans le sens où aujourd'hui, il vaut entre 15 et 25, mais il ne vaut pas plus, même plutôt 15-20, tu vois. Là où je pense qu'ils ont voulu insister sur ça à l'équipe, c'est que, si tu veux, par rapport à ce qu'il valait il y a quelques années, tu vois qu'il y a une décote, quoi. Mais qui est logique, hein. Mais en tout cas, dans le timing, on le vendrait peut-être pas au bon moment, en fait. Je te rappelle que Jacques-Henri Hérault disait avant la finale de Ligue Europa, s'il y a des offres à 80 millions pour Thauvin, j'écoute pas. Donc, par rapport à ça, tu vois, ça paraît être bradé. Moi, j'ai plus envie de dire, ça serait un peu limité. La casse. Ouais, enfin la casse, en tout cas, l'impact financier sur le dossier Thauvin. Voilà, sur le dossier Thauvin. Donc aujourd'hui, donc il a dit sur Europe 1, il a parlé pas de braderie et tout, il a raison de dire pas de braderie, c'est un dirigeant. Oui. S'il dit je brade, il va se faire avoir à la casse. Non, mais il a dit mais non, je vous assure qu'il mais surtout il parle de Payet, de Mandanda, c'est des mecs qui n'ont aucune envie de partir, qui sont bien, ils ont encore des contrats pharaoniques. C'est pas lui qui les retient, quoi, c'est eux qui ont envie de partir en fait. Non, mais Payet et Mandanda, faut y aller au pied de biche, non, mais ils sont très bien, ils ont raison d'ailleurs, ils ont été les hommes forts de l'année, ils ont envie de terminer leur carrière en beauté à Marseille. Pour ce qui est de Thauvin, je pense que Thauvin, lui, il veut rester, Thauvin. Oui. Thauvin, il veut rester. En fait, l'OM est prêt, je pense, plutôt à écouter les ventes. Enfin, nous, les infos qu'on a, c'est avec Vincent Garcia, c'est que l'OM est prêt à écouter si, imaginons, en septembre-octobre, tu as une offre d'un bon club qui intéresse Thauvin et qui arrive avec 15 millions d'euros sur la table pour l'OM, je pense qu'il peut y avoir un sujet. Il y aura un sujet. Voilà. Est-ce qu'il partira ou pas, je ne sais pas. Ouais. Mais si un club qui plaît à Thauvin arrive et pose 15 à 20 millions d'euros pour l'OM, je pense qu'il y aura un vrai sujet. Voilà. Et est-ce qu'il y a un vrai sujet sur la prolongation de Thauvin? Il y a un vrai sujet ou pas? Moi, je pense qu'en tant qu'ancien, moi, je suis à un an de la fin de mon contrat dans un club. J'ai quand même une valeur marchande assez intéressante. Je suis champion du monde, je suis en équipe de France. J'attendrai la fin de mon contrat.
Maintenant, s'il y a une belle proposition de l'Olympique de Marseille, ce qui ne sera pas le cas, l'Olympique de Marseille ne pourra pas lui proposer... Toi, tu penses qu'il ne peut pas s'inscrire encore dans la durée à l'OM? Non, pourquoi? Parce que son salaire est beaucoup trop élevé, puisqu'ils ont déjà demandé à faire baisser les salaires de tous les Est-ce qu'il peut toucher plus ailleurs? Parce que c'est bien gentil, mais... Mais il peut être assuré de jouer la Ligue des Champions quasiment ailleurs chaque saison, avec un transfert qui peut lui rapporter de l'argent à lui. On a connu ça avec Valbuena aussi, hein. Oui, et avec d'autres joueurs qui n'ont pas forcément eu les offres qu'ils espéraient à un moment donné. Mais Valbuena, il joue la Coupe d'Europe chaque année, il joue la Ligue des Champions chaque année, il a un salaire très élevé. Il a dû partir en Russie. Le cas qui tu racontes bien l'histoire, c'est que là on est sur une fin d'époque un peu de cycle qui correspond vachement à la fin de l'ère Louis Dreyfus, un peu l'ère La Brune, tu vois, où en fait il s'était retrouvé avec beaucoup de fins de contrat en même temps. Donc tu vois, je crois que tu avais Valbuena qui arrivait en 2015. Et puis, donc lui, ils ont essayé de vraiment chercher à être proactifs. Et c'est des intermédiaires d'ailleurs qui l'ont ramené en Russie, tu vois, au Dynamo. Donc ils ont essayé de gratter, ils ont gratté 7-8 millions, donc ce qui est bien, tu vois, à l'époque, ce qui est pas mal. Et puis il avait un gros salaire. Mais en fait, c'était des mecs, après tu as eu Gignac, tu as eu Morel, tu as eu Fanny et tu as eu André Ayou l'année suivante qui sont partis libres. Mais parce que c'est des mecs qui ont des beaux salaires, qui sont bien à Marseille, ça correspond vraiment. L'an prochain, on a Germain, Lopez, Amavi, Mandanda, Thauvin. Financièrement, c'est un désastre. Tout à fait. Donc si tu veux, en fait, la différence, c'est que Vincent Labrune, il avait essayé un petit peu d'anticiper ça. Avec des jeunes. Sur Gignac, mais surtout, oui, il avait changé à partir de 2013 de perspective, tout à fait, en mettant des jeunes un peu plus tôt, genre post-formation trading. Mais il avait essayé aussi rappelle-toi, de mettre Gignac dehors, avec McKay, ils ont voulu mettre à Newcastle. Pareil pour Ayou. Mais ils n'arrivaient pas à avoir des offres et les mecs ont dit nous on reste jusqu'à la fin de notre contrat. Donc tu es un peu piégé, tu vois, parce que ils ont des tels salaires qu'ils sont très durs à écouler sur le marché. Je pense que l'erreur a été faite notamment quand ils ont signé. C'est à partir du moment où tu signes et que tu donnes des salaires énormes, quel intérêt un joueur de partir dans un autre club où il n'a pas l'équivalent, où il n'a pas l'ambition de jouer en Ligue des Champions? Aujourd'hui, ça peut le rassurer aussi, Thauvin. Après, on terminera là-dessus parce qu'il sort quand même d'une saison blanche. Une prolongation, ça pourrait le rassurer si elle venait de l'OM, parce qu'on ne sait pas comment sa blessure va évoluer aussi. Tu vois, il y a des points d'interrogation sur est-ce qu'il va gagner plus ailleurs, physiquement où il en est. Non, mais c'est un pari qu'il peut faire aussi. Ça aurait pu, si tu veux, là tu dis un truc, je pense, très important, c'est que là, stratégiquement, ça aurait pu être malin justement de profiter quand il est blessé, de lui dire voilà, bien sûr. Toi tu as été joueur, tu fais 3 ans, voilà, toi tu connais, tu sais les joueurs. On a confiance en toi. On a confiance en toi. Le mec, à un moment, je pense que Florian, il en avait marre d'être convalescent. En fait, il avait besoin de soutien. Ses copains besoin d'amour du club. Voilà, il avait besoin d'amour. Et là, à ce moment-là, tu arrives, tu lui dis voilà, Flo, je t'en mets un +1, je t'en mets un +2 en année, à peu près aux mêmes conditions, parce qu'on ne peut pas aller plus haut. Je pense que là, tu pouvais négocier quelque chose. Surtout qu'il était dans le doute. Alors, ils l'ont pas fait parce qu'il n'y a plus rien en fait, non? Ils n'ont plus aucune marge de manœuvre. Non, mais alors là, il y a un moins que rien. Parce que si tu lui proposes maintenant, tu vas lui proposer quoi? En fait, c'est mon point de vue. Tu ne vas plus lui proposer quoi que ce soit aujourd'hui. Thauvin, il a tout à fait raison dans sa démarche. On dirait qu'il n'y a pas de. En fait, tu l'as vu avec les histoires, on le voit aujourd'hui avec l'histoire du DS, tu vois. On voit que l'OM, Jacques-Henri Hérault, c'est un club qui vit dans l'instant en fait. Tu vois. Regarde, Villas-Boas dit qu'il part, il n'y a pas de remplaçant prévu. Zubizarreta part, il n'y a pas de remplaçant prévu. Tu vois, par rapport à d'autres directions type Pape Diouf, qui avait plus d'anticipation. Tu vois, Pape Diouf, Guéret lui saute entre les doigts comme a failli faire Villas-Boas, pam, t'as Deschamps derrière. Tu vois. Alors justement, je comptais en parler en fin d'émission, puisqu'on est dedans. Pas de directeur sportif, alors que ça fait 10 mois qu'il cherche un head of football, pas de head of business non plus. Du coup, ça laisse la place à beaucoup de spéculation, tu vois. Qu'est-ce que font beaucoup de supporters se demandent, qu'est-ce qu'ils font Monsieur Cook, qu'est-ce qu'ils font Monsieur Aldridge, qu'est-ce qu'ils font même il y a aussi un Pinizavi qui vient un petit peu aussi du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a des histoires de vente, il y a des démentis aussi. Il se passe quoi à l'Olympique de Marseille en coulisses? Il y a un directeur sportif qui va arriver. Toi, tu peux dire aujourd'hui, dans les prochains jours, où il y a un directeur sportif à l'OM qui va arriver, Mathieu?
Moi, là, je t'avoue, je n'ai pas beaucoup bossé en juin parce que j'avais toutes mes récup à prendre, mais si tu veux, on m'avait dit quand même que ça allait s'accélérer sur la fin juin. Je pensais que la semaine dernière, on aurait pu avoir déjà un nom qui sortait vraiment, parce que là, ils ont une shortlist, tu vois, avec 3 noms. Et je me disais, ça y est, ça va accélérer un petit peu. Et en fait, pas trop. Donc, bon, je pense quand même que c'est imminent. Là, après, mais c'est vrai qu'on s'interroge un peu, mais bon, tu vois que l'actu, elle est quand même assez morte un peu partout, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y avait des trucs à terminer du côté du centre de formation. Ouais. Ça a plutôt été fait, tu vois. On voit qu'il y a eu le coach des U19 qui est arrivé, le coach de Sedan. Oui, d'accord. National 2, les contrats pro. Non, mais tu vois, ces petits trucs-là ont continué un peu de fonctionner. Ouais. Je sais que ça continue de négocier, voilà, ça s'intéresse à un Pape Gay, des trucs comme ça, tu vois. Donc, ça continue de vivoter quand même à peu près, tu vois. À la demande de Villas-Boas. Moi, je pense non, que pas trop de Villas-Boas, tu sais, gère ça. Moi, je pense que c'est Hérault qui gère tout ça d'en dessous et qui... Mais c'est Hérault qui... Il y a Alexandre Mial, le directeur juridique. Oui, mais bon, alors attention. Attends, si c'est le président et le directeur du juridique qui gère le mercato... Mathieu, moi je pense que dans le monde du football, comme dans le monde des journalistes, dans tout métier du monde, je pense qu'il faut des personnes qui savent juger la capacité d'un joueur pour venir dans un club. Et on ne peut pas donner une responsabilité à un juriste, à un président qui n'a jamais vécu du football, qui a toujours été dans d'autres métiers que le monde du football. Aujourd'hui, c'est un métier de fou. Surtout que lui-même a dit qu'il voulait s'en écarter. Oui, mais bon. Peut-être pas s'en écarter, mais c'était pas son rôle d'être directeur sportif bis. Non, mais c'est pas son rôle, mais c'est lui qui l'a dit. Aujourd'hui, c'est lui qui fait ça. Il n'a pas les compétences, on l'a vu depuis 3-4 ans. Et effectivement, il l'a dit qu'il voulait prendre un peu de recul. C'est vrai. On voit qu'il est plus dans un rôle un peu plus politique. Tu as vu la tribune contre le racisme, etc. Bon, bientôt la déforestation en Amazonie, tu vois. Mais non, mais tu vois qu'il est un peu plus. Il prend une posture un peu de politique, tu vois. Donc bon, ça c'est son rôle. Mais c'est vrai qu'il faudrait quelqu'un opérationnel qui structure un peu, comme Paul Mitchell là, qui est arrivé. Donc on en parlait tout à l'heure de Red Bull à Monaco. Monaco, il faut savoir qu'à l'intérieur, c'était un vrai bordel depuis la fin de l'ère Vassiliev. Et Ménalo, tu vois, il y a Petrov qui est un président qui ne parle pas français, qui écoute un peu le dernier qui a parlé. Et à l'intérieur, c'était un gros bordel. 70 joueurs sous contrat pro, peu de passerelles entre le centre et le groupe pro. Enfin bref, voilà, Paul Mitchell. Et les conséquences, tu les as. Hein. Et les conséquences, tu les as. Et là, par contre, ils ont pris un cadre qui arrive. Et la première truc qu'il va faire, c'est structurer le club. Tu vois, faire une chaîne d'information entre tous les différents secteurs, le groupe pro, le centre de formation, la réserve, etc. Il va analyser, comme disait très bien Jean-Charles, les profils, essayer de voir quel profil il manque dans le groupe pro, est-ce qu'il nous manque des leaders, est-ce qu'il nous manque des joueurs de vitesse, est-ce qu'il nous manque des tauliers. Le job que fait Julien aussi fournit à Nice, tu vois. On le voit, ils ont pris Schneiderlin, qui est une sorte de pari aussi, parce que Schneiderlin, il était quand même beaucoup blessé. Mais ils ont identifié quand même qu'ils avaient beaucoup de jeunes. Et qu'il fallait peut-être aussi un taulier, si possible. Aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, il n'y a personne qui bosse encore vraiment sur... Pas sur ce volet-là, très précis, pas encore. On attend le head of football. Ça bosse, si elle bosse. Moi, je pense que les scouts ont bien bossé. Maintenant, les dossiers ont été transmis. Ils ont été transmis. Mais c'est jamais écouté. Non, mais le problème, il n'y a jamais un dossier de la cellule de recrutement qui remonte. Tu viens de me le dire. Ça remonte à quand? Ça remonte à Passy. Oui, à l'époque de Passy. Il y a eu un peu Radonjic, quoi. Mais dans tous les clubs où tu as de la formation sur long terme et des joueurs de 18, 19, 20 ans qui arrivent pour commencer leur carrière en professionnel, tu as un suivi des scouts qui transmettent leur rapport à Zubizarreta quand il était là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus Zubizarreta. C'est ça. Est-ce que Hérault est capable, et Miel même, puisqu'on parlait de Miel, est-ce qu'ils sont capables de juger ça? Et donc on va attendre. Il a raison. Après, c'est pas grave, actuellement, s'il n'y a personne. Au final, c'est pas si grave. C'est pas si grave parce que le vrai mercato n'est pas ouvert. C'est pas si grave, c'est que c'est tellement l'inertie partout là, tu vois, que c'est pas si grave. Après, tu vois qu'il y a des clubs qui bossent, tu vois. Après, le problème, c'est que les clubs qui bossent, généralement, ils ont bossé 6 mois en amont, quoi, tu vois, leur mercato. Ils ont déjà fait la dernière minute. On voit un joueur passer et on prend s'il nous plaît. C'est pas une critique, c'est vraiment un constat. Jacques Henriero, il y a quelques années, quand il est arrivé, nous a dit on va essayer de faire comme en Allemagne. On va dire on va signer des joueurs, tu vois, comme fait le Bayern, le Borussia, en avril-mai.
Force est de constater maintenant sur 4 ans qu'on est beaucoup dans l'urgence. Il y a beaucoup, comme disait Mourad, de signatures dans les derniers jours de mercato. Ouais. Très souvent. Ou même après la fin du mercato sur Rongier. Donc, voilà, sur ça, on voit qu'on n'est pas un club qui est dans l'anticipation, il faut l'accepter. Mais comme dit Jean-Charles, il faut aujourd'hui que les mecs qui bossent encore à la cellule, les Michel Floss, les Georges Costa, les Manu Clément, etc., il n'y a plus Valentine, il n'y a plus Albert Valentine, il n'y a plus Zoubi, donc il leur faut quelqu'un qui les coordonne. Ouais. Après, les rapports, comme il dit, sont prêts. Hein. Ils ont bossé toute l'année, ils sont payés pour ça. Mais le gars du Havre, il a été vu pendant des années, il a été rapporté pendant des années. Le gars de Lorient, le milieu de terrain qu'on avait parlé un petit moment, qui est demandé maintenant par tous les meilleurs clubs d'Europe. Le fait a été proposé aussi par les scouts à l'Olympique de Marseille. On ne s'est pas attaché à ces joueurs-là. Après, on parle de joueurs jeunes qu'on peut avoir des tarifs réduits, mais si tu ne les prends pas quand ils sont à des tarifs réduits, tu ne pourras plus les prendre quand ils s'expriment au haut niveau, à leur meilleur niveau, dans les classes internationales chez les moins de 20, chez les moins de 21. Après, c'est fini. Ils vont se disperser dans les clubs européens. Juste pour clôturer, les Saoudiens, ils sont toujours pas là donc. Non, pas de nouvelles des Saoudiens. T'es en mode Nabil Djellit là, un peu là. T'es en mode Nabil Djellit. Mais non, pas du tout, parce que moi j'y crois. Ah, toi, tu crois vraiment sur la piste saoudienne ou la vente en soi? Non, j'ai envie d'y croire. Non, moi l'envie d'y croire, c'est. Non, c'est pas ça, j'ai même pas envie d'y croire, j'en sais rien. Déjà, ça me fait rigoler. Et deux, voilà, bon, ça a été annoncé. Est-ce qu'on le balaye comme ça? Oui, on peut. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être trop d'actualité. Attendons, c'est un dossier compliqué. Moi, je pense pas qu'il ait intérêt à vendre. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dès cet été. Quoi. Ouais. Je pense qu'il va essayer de rentrer un peu dans ses billes avant de vendre aussi. Donc, voyons un petit peu à l'avenir. Mais... Sauf s'il est pris à l'agonie. Mais on a vu qu'il a récupéré quelques liquidités, McCourt, en vendant quelques biens. Ouais. Donc, voilà. Mais pour les injecter, pour les remettre dans le club. Tu sais, il est malin. Moi, je pars de ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui ne dort pas. Hein. Les Dodgers, tout le monde pensait qu'il allait vers la banqueroute, la faillite financière. Rappelle-toi, les Dodgers avaient même été mis sous tutelle par la Ligue de baseball, la MLB, tu vois. Et à ce moment-là, on se dit, il avait acheté, je crois, 400 millions de dollars, les Dodgers. Ouais. Et tout le monde s'est dit, il va faire banqueroute, tu vois. Que nenni. Que nenni. Ouais, non, il a bien était sous tutelle, hein. C'est comme s'il allait fait gérer l'OM. Hein. Ouais. Écoute, ce qu'il a fait, il a divorcé au bon moment, comme ça il a séparé les biens avec sa femme, elle a touché 140 millions de dollars. Et après, quelques mois après, il a vendu les Dodgers pour 2 milliards. Ah ouais. Il a fait une bascule colossale. Et il a gardé il a remboursé ses dettes, il a gardé les parkings. Oui. Donc si tu veux aujourd'hui, on ne sait pas comment il met les sous aux États-Unis. Tu sais, les sous transitent, comme vous le dit très bien Mourad, du Delaware sur la holding Eric Soccer. On ne sait pas, bien sûr. On ne sait pas là-bas s'il y a des fonds d'investissement, s'il fait des emprunts, s'il fait des trucs. Voilà. Moi, je voudrais te poser des questions. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des gens derrière qui sont capables d'acheter ce club aujourd'hui? Moi, je pense que là, tu veux que je te réponde très franchement, Jean-Charles? Je pense que à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui lorgnent sur les clubs français, que ce soit l'OM, Bordeaux, Nantes, etc. Des Américains, des Émiratis, etc. Il y a beaucoup de gens qui lorgnent. Mais je pense qu'ils vont attendre de voir les effets de la crise financière et économique liée au Covid sur le football français. Il y a des clubs qui sont en grande difficulté. Ils vont voir un petit peu dans les mois à venir comment ça se passe. Et là, je pense qu'ils vont foncer sur des clubs. Mais moi, les gens qui bossent pour les clubs, tu vois, côté rachat, les intermédiaires côté rachat me disent, voilà, stratégie d'attente pour l'instant. D'accord. Tu vois, on ne mesure pas encore les effets du Covid. On a vu Lyon là, qui a fait un PGE de 90 millions d'euros, tu vois. Mais quid des clubs comme Bordeaux, Saint-Étienne. Ça, c'est en plus du prêt. Du prêt que eux, la part de prêt contracté auprès de la LFP, je crois que c'est 10 millions pour Lyon. C'est que 10 millions? Ouais. Je pense qu'ils vont. Ouais. Eux c'est 12 millions, je crois. Ouais. De toute façon, Lyon, on le sait comme. Tu sais, ils sont cotés en bourse, on sait exactement leur. Allez, on va terminer avec un petit mercato en vrac. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va aller vite. Mickaël Cuisance. Ouais, ça vous parle ou pas, Mickaël Cuisance, un petit jeune aussi. Voilà, c'est une nouvelle fois évaporé dans les... qui est parti très tôt à l'étranger, très tôt à l'étranger, qui évolue du côté du Bayern maintenant. Et on en avait déjà parlé. Qui avait été suivi par les scouts marseillais. D'accord. Ça, je tiens à le dire parce que je le sais. Donc voilà, c'est une nouvelle peut-être une perle qui s'en va. Une nouvelle fois, aujourd'hui, l'OM se remet peut-être sur le coup, ou n'est pas sur le coup.
Mais on en parle, c'est en vrac. Voilà, mais c'est des joueurs qui ont été suivis déjà. D'accord. Il y a quelques années en arrière et aujourd'hui, on se repense sur le cas. Donc pour peut-être payer 2, 3 fois, 4 fois le prix. Alors c'est le site Foot Mercato qui a ressorti l'info et qui parle plutôt d'un prêt. Alors, ouais, parce que lui, le Bayern, je pense, compte encore sur lui, donc en prêt, ouais. Mais est-ce que c'est intéressant pour l'Olympique de Marseille d'avoir un jeune joueur en prêt? Tu veux que je te dise, là, franchement, là, tu vas faire avec les moyens du bord. Ouais. Tu dois un peu étoffer ton groupe pour avec des champions. Moi, je dis oui direct. Hein. Ah ouais? Ah, sur Cuisance en prêt, un an. Alors, sur un prêt, ouais, mais sur un prêt, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se faire prêter un joueur plus confirmé? Alors, si je dis ça, et que Mourad regarde l'émission, il ne va pas apprécier. Non, mais la différence entre un joueur parce qu'il va me dire confirmé... si c'est pour prendre un certificat. Non, mais si un joueur confirmé de Ligue 1. Non, mais si ça ne veut rien dire. Mais je sais pas. Certic qui vit ses dernières journées de. On est le combien? On est le 25, ses dernières journées de. C'est vrai. Il va reprendre ou pas demain? Non. La différence avec un joueur confirmé et un joueur d'avenir, c'est que le joueur d'avenir sera plus présent peut-être dans des séances, plus en vie, plus de motivation. Ouais. C'est un prêt qu'un joueur confirmé, il peut se dire, écoute, moi quoi qu'il arrive, s'ils ne me font pas jouer, je retourne dans mon club, j'ai mon salaire. Que lui, il a besoin de prouver. Il a quand même besoin de prouver. C'est un jeune joueur qui a 21 ans ou 20 ou 21 ans, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il a besoin maintenant de jouer. Il a besoin de se mettre au meilleur niveau. Tu peux essayer de négocier des clauses avec le Bayern, des options d'achat. D'accord. Faut tenter, hein, comme regarde, le Borussia a tenté avec Hakimi du Real. Ils ont fait un prêt de 2 ans. Je crois qu'ils n'ont pas à s'en plaindre, tu vois. Donc faut tenter de négocier. En vrac, Aurel Mangala. Aurel Mangala, c'est un petit jeune aussi, 21 ans, parce qu'on fait dans les petits jeunes là. 21 ans, un Belge, international U20. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté sur ma fiche. Stuttgart. Stuttgart. Ah ouais, Stuttgart. Non, parce que attends, moi je le connais pas, je suis désolé. Hein. Vous connaissez vous ou pas? Non, franchement non. Parce que c'est des noms qui débarquent comme ça. Il est pas sérieux, tu sais, le gars. Non mais bon, c'est des bruits. Envoie-nous les fiches avant quand même qu'on vienne un peu. Non mais c'est le profil. On peut parler de profil du coup parce que c'est encore un jeune. C'est un jeune axial, numéro 6 axial. Tu vois qu'il a bossé. C'est un numéro 6 axial, un joueur d'avenir. Maintenant, je pense que ce type de joueur-là, l'international belge chez les jeunes, je pense que ce type de joueur-là, on peut l'avoir chez nous. Tu t'es fait un Wikipédia juste avant ou pas? J'ai fait un petit Wikipédia, mais certes, je veux dire, alors on peut miser sur des joueurs, c'est des joueurs sur qui on voudrait peut-être. Est-ce que c'est pas déjà trop cher? C'est ça le truc. Je peux t'annoncer un joueur, moi, qui rentre bien dans le profil de l'Olympique de Marseille. Attention. En vrac. C'est un breaking. Non, en vrac. Qui est en France, qui joue en France. Ouais. Qui plairait certainement à Villas-Boas. C'est Lesmelou. C'est pas non, je plaisante pas. Parce que Nice, déjà Nice a récupéré 2 milieux de terrain. Ouais. Donc il y en a qui vont devoir obligatoirement. Je vais répondre. Vont devoir obligatoirement, même si c'est un effectif un peu plus riche par rapport à l'Europa League, tout ça, mais je pense qu'ils vont devoir à un moment donné éliminer certains joueurs. Ouais. Je pense que Lesmelou est un joueur, c'est un relayeur, parce qu'on parle de Sanson qui devrait partir, on parle de Strootman. Je pense qu'il connaît les champions de France, il est à maturité 28 ans, je crois. Lesmelou, il casse les lignes. C'est un joueur qui récupère bien les ballons, techniquement. C'est vrai. Je pense que ça rentre dans le profil de Lesmelou, c'est un bon joueur qui manque un peu de finition. Alors, mais qui marque des buts quand même. Ouais, mais alors, là, elle a un peu plus marqué, mais il manque un peu de finition dans le dernier geste. Mais la passe ou le but. Mais en fait, tu dis un truc très intéressant, mais Lesmelou, figure-toi, c'est le joueur que Patrick Vieira veut absolument conserver au milieu à Nice. Ah ouais, c'est vrai. Ça a été le meilleur milieu de Nice l'an dernier. Quasiment. Ouais. Enfin, en tout cas, celui qui a le plus régulier, voilà, exactement. Parce que c'est pas. Cyprien, sur un bon jour, il est meilleur, tu vois. Mais il est moins régulier que Lesmelou. Donc, si tu veux, là, ils ont noté Tamézé, tu sais, qui est en prêt à l'Atalanta Bergame, et Cyprien. Eux sont sur le marché des transferts pour cet été, dans les milieux, tu vois, pour dégraisser un peu au milieu. Et par contre, et Luzumba aussi, je crois, part. Par contre, Lesmelou, ça fait partie des joueurs qu'il veut absolument conserver. Tu vois. Ah ouais. Comme quoi, c'est un joueur précieux pour un entraîneur. Ouais, carrément. Il a bien identifié. Je sais pas, je sens ce joueur parce que d'abord j'aimais bien parce que je trouve que techniquement, l'élégance, il a même de l'abattage. Il court, lui. Il travaille. Villas-Boas qui aime les travailleurs. Donc, en cas de départ d'un Sanson, par exemple. Sanson, Strootman. Un travailleur. Allez, ça tombe bien parce que Strootman, et on termine là-dessus, mais vraiment 1 minute, Strootman, on a décidé de le donner, carrément. L'Olympique de Marseille, il l'aurait offert, où est-ce que j'ai noté ça? À Fenerbahçe. Oui. Est-ce qu'on serait gagnant ou est-ce qu'on serait perdant? Sur le plan financier. L'Olympique de Marseille est vraiment disposé à le donner, ce joueur?
Le problème, c'est qu'on est comme sur la problématique de Thauvin, tu es obligé de t'adapter au marché, tu es obligé de t'adapter aux conditions. Là, tu l'as pas encore amorti. Non, tu l'as pas amorti, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu l'amortiras jamais. Oui. Il est beaucoup trop cher. Donc, si tu veux, il est à 600 000 euros ouais, mais t'as mensuel. Pas encore payé son transfert. Donc, tu sais que même les clubs qataris et tout, quand ils s'intéressent à des paliers des Strootman, ils disent putain, c'est cher en salaire déjà, tu vois. Alors imagine mettre même une indemnité, tu vois. Bon, ils mettent pas beaucoup d'indemnités, les clubs qataris ou émiratis, ou saoudiens, tu vois, mais non, c'est cher. Donc donner, ça avait déjà été évoqué l'an dernier par Jacques-Henri Hérault auprès de McCourt lors d'une réunion en Angleterre, là où ils étaient en stage à St. James Park. Et ça a déjà été étudié, la possibilité d'une résiliation ou d'un départ libre, tu vois. Ce qui à l'époque avait fait bondir McCourt, tu vois. Dans la réunion de travail, tu vois, il avait dit non mais attends, on a payé 25 plus des bonus, tu vois. Là il y a des bonus qui doivent d'ailleurs tomber vu qu'on est en Ligue des Champions. Donc, c'est vrai, c'est chaud quand même d'arriver en réunion et de dire on va ils vont étudier plusieurs alternatives, tu vois. Mais... Non, mais on a une idée, c'est de le donner. C'est bon, ça nous a coûté 25 millions l'année dernière. Ce qui me dérange un peu, c'est que je pense que ce garçon était un bon mec. Oui, c'est un très bon mec. C'est un bon mec. C'est un vrai professionnel, c'est un bon coéquipier. Ouais. C'est un gars qui a mené son expérience, c'est un gars qui est capable d'encourager les jeunes. La saison dernière, il est pas mal, il n'est pas si mauvais que ça en plus. Après, certes. Mais il aurait fallu le payer beaucoup moins cher. Voilà, c'est le salaire, c'est ce que j'allais dire. C'est le salaire, les années de contrat, 5 ans. 5 ans, entre 5 et 600 000 euros. Je veux dire, lui, il est pour rien. Il a tout à fait raison. Moi, je lui donne tout à fait raison. Maintenant, c'est des erreurs qui ont été produites par le club, par les dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, on se le cas. Mais tu te le cas, mais comme tu viens de le dire, il partira libre. Qui va lui donner entre 500 et 600 000 euros? Benjamin, dans l'optique joueur, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Thauvin et Jean-Charles, il a toujours le bon feeling côté joueur parce que c'est un ancien pro. Là, il lui reste 3 ans de contrat. Donc, si tu veux, ça veut dire que théoriquement, le prochain club qu'il va avoir, de lui proposer 4 ans de contrat. Et oui, pour faire au moins qu'il gagne une année de plus, tu vois, il ne va pas négocier moins. Il ne va pas négocier 2 ans alors qu'il reste 3 ans à l'OM. Donc 4 ans. 4 ans à peu près aux mêmes conditions. Il va lisser le salaire, oui. Tu vois, 4 ans aux mêmes conditions. Donc du coup, le club qui va arriver ne peut pas lui proposer proposer une indemnité de transfert à l'OM. Il ne peut pas. C'est impossible quasi. Ou alors, ce que tu peux faire aussi, c'est un prêt. Si tu estimes qu'il te coûte trop cher, tu essaies de le mettre en prêt et prise en charge le plus possible total par le club qui le prend en prêt. Exactement. Parce qu'il y aura une partie qui sera financée par l'OM. Systématiquement, quand tu le moins possible, mais voilà, mais ça après, ça peut être intéressant. Après, Villas-Boas, lui, je pense qu'il veut le garder. En joueur de rotation, ça lui va très bien. Bon, après, c'est les finances qui bloquent. Allez, messieurs, c'est la fin de cet apéro mercato. Voilà, on était bien au Bestouin, à Cassis. Petite plage sympa. Ah bah ouais, le cas. Si vous voulez venir voir Jean-Jean-Charles, il est là tout l'été. À ce qui paraît, il est souvent là. Bon, Nathalie et Jeff nous ont bien reçus. C'est vrai qu'ils ont de suite dit oui quand on leur a proposé de venir faire cette émission ici. Donc, tu m'étonnes, c'est l'émission mercato la plus regardée en France. Exactement. C'est ça. Sur YouTube. Sur YouTube. On fait plus que la chaîne L'Équipe, je pense. Non, je déconne. Merci Mathieu. Non, merci à vous, c'est toujours très agréable. L'an dernier, on l'avait fait près de chez moi à l'Escalborelli, là on le fait à Cassis au Bestouin. Exactement, on va retourner sur Marseille prochainement. C'est super. Allez, merci, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot Marseille, ce sera donc lundi. Ciao, ciao. Ryan Little.